Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Image de couverture de l'auteur. Les mains et les yeux sont les outils naturels dont disposent ceux dont le métier est de guérir. Les mains de certains guérisseurs produisent une chaleur, un magnétisme favorisant les guérisons. Les yeux fouillent le regard des malades pour trouver le mal et l'extirper du corps. Les mains étaient aussi des outils pour les tailleurs de pierre comme les ancêtres de l'auteur, et leurs mains habiles servaient aussi pour guérir les corps souffrants. Mes mains ont aussi œuvré pour guérir, et comme celles de mes ancêtres, mes mains ont sculpté la pierre, même la plus dure, pour en faire des images de la vie dans le bonheur ou le malheur. Sculpture de l'auteur en éclogite à grenat, tristesse, évoquant la souffrance de la maladie. L'éclogite est une des roches parmi les plus dures. Elle fut utilisée sous forme d'éclat par nos lointains ancêtres pour faire des outils tranchants. Preambule. Sois sage ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille, tu réclamais le soir, il descend le voici. Une atmosphère obscure enveloppe la ville, aux uns portant la paix, aux autres le souci. Les fleurs du mal, 1857-13, recueillement Charles Baudelaire. Explication. Le poète avait contracté une syphilis vers 1840. Cette maladie lui avait, entre autres séquelles, laissé de violentes douleurs intestinales et des maux de tête qu'il combattait avec du laudanum, teinture alcoolique à base d'opium, dont nous reparlerons plus loin, parce qu'aucun médecin n'était parvenu à le guérir. Ainsi, cet artiste extraordinaire, après avoir consommé la confiture verte, appelée le dawanesque, contenant des pistaches, du sucre, de la cannelle et du hashish, s'adonnait à l'automédication et consommait des drogues dures pour soulager ses douleurs. C'est cette tendance qui s'observe aujourd'hui en particulier grâce aux réseaux et au net. Chacun qui se sent déçu du système médical peut s'auto-soigner par des moyens très variés et somme toute, c'est aussi un retour vers les méthodes thérapeutiques ancestrales, même si en tant que médecin, je réprouve l'automédication qui peut s'avérer dangereuse. Voilà un sujet sensible. Très sensible. Le public se pose des questions quand il s'agit de soigner les douleurs ou le mal-être ou la déprime. Dois-je me rendre chez un médecin généraliste, chez un naturopathe, un ostéopathe, un rhumatologue, un chirurgien ? Se demande le malade. Le choix devient aussi délicat que pour choisir un papier peint. La différence est quand même que plus la douleur est pressante, plus cela empêche une vie quotidienne normale, plus vite il faut trouver un traitement. Alors il demande aux amis, même si leur problème de douleur n'était pas identique, « Où avez-vous trouvé un bon ostéopathe ? J'ai très mal dans le cou depuis 8 jours. » Les réponses varient. Je vais chez Mr N, il est ostéopathe, pas très loin d'ici, j'ai des amis qui ont été bien soignés. Mais moi quand j'ai mal, je fais des séances de yoga, j'oublie mes douleurs. Parfois ils répondent, je ne vais plus ni chez le médecin ni chez le kiné, j'ai trouvé un sirop miracle qui me fait oublier mes douleurs, c'est de la phytothérapie. Voilà donc les discours que j'ai entendus très récemment après une conférence sur la douleur et la fibromyome en particulier. Sur la centaine de spectateurs, beaucoup étaient concernés par la souffrance et par les nuits sans sommeil, car ils étaient réveillés par des épisodes d'élancement pénibles. Pour certains, j'ai préconisé un passage au centre de la douleur, disponible dans mon ancien service de neurologie. La réponse fut souvent sévère, j'y suis allé plusieurs fois. Un médecin m'a à peine examiné et m'a fait une prescription d'antalgiques qui ne servent à rien. Je me doutais un peu des réponses de ce genre, et je me doutais que si les patients étaient venus pour entendre parler de la douleur, c'était pour qu'on leur donne une autre thérapie rapidement efficace. La douleur, je l'ai côtoyée dans le service et entre les scléroses en plaques et les fibromyalgies, je savais que les remèdes ne pouvaient être que dans mes capacités de persuasion. Et oui. J'ai suggéré à ces malades, en fonction du site de leur souffrance, de voir un chiropracteur, un naturopathe souvent très efficace, ou dans les cas légers, la pratique de la relaxation tirée des thérapies orientales, voire même la méthode Coué. Pourtant, quand on aborde le cas des malades qui suivent ou ont suivi des séances d'ostéopathie ou d'acupuncture, avec des médecins purs et strictement formés à une pensée scientifique rigoureuse, ils haussent les sourcils, sceptiques. Parfois un sourire barre le visage du spécialiste qui en un flash passe en revue la complexité des études, des analyses, des techniques biomédicales qu'il a eu à apprendre pendant 8 années et plus. Et malgré ce chemin difficile,
ces centaines de patients viennent avec des souffrances parfois très spécifiques. Et ce médecin ne sait pas toujours guérir la souffrance, du moins pas toutes les souffrances. Il y en a qui échappent aux méthodes médicales modernes et ou aux démarches intellectuelles qui conduisent à un diagnostic sûr. Et voilà que des patients opposent au savoir-faire des médecins celui des guérisseurs et de ceux qui pratiquent des thérapies marginales, des gens qui généralement n'ont aucune connaissance scientifique et encore moins médicale. Voilà aussi que les patients se renseignent sur Internet pour lire ce qu'on dit de leurs maux et comment on les soigne. Danger. Cette dérive vers une médecine via les médias est dangereuse et conduit parfois à de l'automédication inadaptée. Les guérisseurs, ces hommes ou ces femmes qui n'ont pour aborder la souffrance des autres que leur bon sens, leurs yeux et leurs dons, sont recherchés par un nombre croissant de patients parfois réellement souffrants, mais souvent porteurs d'un mal-être, de maux organiques difficilement identifiables qui pourraient faire croire qu'ils sont hypocondriaques ou affectés de troubles somatoformes. Pourtant, j'en fus témoin à maintes reprises chez des guérisseurs régionaux réputés. Des patients sortaient guéris de chez eux et alors qu'avant d'entrer chez le guérisseur, ils souffraient parfois d'infections avec fièvre, comme la typhoïde ou le croup, d'une péritonite aiguë ou d'un mélanome et bien d'autres pathologies sans rapport avec une hypocondrie. Qu'est-ce que l'hypocondrie ? C'est une douleur morale qui s'exprime en termes de pathologie organique et conduit le patient à l'exercice d'une relation ambiguë avec le médecin. En fait, le patient déclare, au gré de ses petites douleurs et consultations d'Internet, qu'il souffre de maladies variées mais toujours sérieuses. La conviction de ces pathologies est telle qu'il faut des examens complexes pour apporter la preuve qu'il n'y a aucune pathologie. Et cela ne suffit parfois pas. Ainsi, un de mes patients se disant atteint de sclérose en plaques, décrivait les troubles possibles, montrait un dossier de son père décédé de sclérose en plaques, et pourtant rien des examens ne traduisait une sclérose. Il a été envoyé en imagerie, où là encore rien n'est apparu. Très fâché, le patient décida de consulter un neurologue privé qui ne trouva rien, tandis que le malade refusait d'accepter une consultation chez un psychologue. Évidemment, ces personnes qui souffrent de cette obsession d'être gravement malades ne consultent que rarement des psychologues, mais finissent par se livrer aux mains de praticiens non conventionnés qui ne règlent rien. Qu'est-ce que les troubles somatoformes ? C'est un trouble mental qui se traduit par des symptômes physiques et physiologiques qu'aucune anomalie fonctionnelle n'arrive à expliquer. Qu'est-ce qui fait les différences entre la médecine traditionnelle et les médecines parallèles ? C'est ce que j'ai tenté d'éclaircir dans cet ouvrage. Il y a 5 ans, j'ai pondu un petit ouvrage intitulé « Guérisseurs et médecine non conventionnelle, le secret en héritage » aux presses universitaires de Lorraine. J'y expliquais que je descends de 2 siècles de parents guérisseurs. Mon grand-père, lorsque j'avais 8 ans, m'a expliqué et montré ce qu'il faisait pour guérir les dizaines de malades qui patientaient dans son salon. Il espérait que je lui succéderais, et il m'avait légué le secret. En fait, il me donna un petit bout de papier avec des prières au Saint guérisseur, et surtout, il m'assura que j'avais comme lui les mains magnétiques. En fait, j'ai fait des sciences biologiques et de la médecine et si j'ai consacré 50 ans de ma vie à chercher comment guérir, je ne me sens pas un guérisseur au sens populaire. Après tant d'années à chercher l'origine profonde de certaines maladies, puis à trouver des remèdes, je reste perplexe. Beaucoup de gens autour de moi, qui ont les pieds sur terre, se disent déçus, voire dégoûtés du système médical traditionnel. Ils reprochent aux médecins de prescrire des médicaments dont on annonce de plus en plus fréquemment qu'ils sont retirés du marché, car ils sont dangereux. Est-ce vrai ? Je pense surtout qu'une recherche de rentabilité prévaut sur l'efficacité des médicaments. La période très pénible provoquée par une pandémie de coronavirus a douloureusement révélé les faiblesses du système médical au plus haut de l'échelle, tandis que les soignants de base ont dû faire avec des techniques basiques inappropriées. Le bilan fut lourd. Plusieurs dizaines de milliers de morts dues au fait qu'il n'y avait aucune thérapie disponible et que les entreprises qui œuvrent à identifier un virus puis à créer des médicaments efficaces ne furent pas au rendez-vous très urgent. Et pendant 3 mois, circulèrent des fausses certitudes suivies d'incertitudes et d'hésitations qui coururent en tous sens à travers la France, relayées par les médias. Certains médicaments étaient disponibles mais on les jugea inadaptés, voire inefficaces, et les semaines passèrent avec leur lot de morts.
Durant ces 3 mois, la confiance du public envers la médecine, terrorisée par l'idée d'être contaminé, s'est profondément altérée. Beaucoup de patients ont délaissé les cabinets médicaux, soit restant chez eux, malades, soit se tournant vers les techniques des thérapies non conventionnelles. J'ai ainsi vu un antihypertenseur connu retiré du marché en 2016 et pourtant il continuait d'être prescrit par un cardiologue en 2017 car le produit en question n'était plus disponible en France, mais il l'était en Allemagne, donc pas remboursé par la sécurité sociale. Et que dire des antiparkinsoniens et autres médicaments qui ont redonné une vie correcte à des malades pendant des dizaines d'années, et qui subitement deviennent bannis en France, mais achetables en Suisse ou à Luxembourg ou sur Internet. Il y a de vifs reproches aussi envers la chirurgie de certaines cliniques d'être à but commercial pour faire vivre les établissements, alors que près de la moitié des actes ne sont pas justifiés. Que penser aussi du désert médical créé par les généralistes qui prennent une retraite méritée, et ceux qui désertent les campagnes pour s'installer dans des maisons médicales ou encore ces maternités qui ferment dans les petites villes, obligeant à prévoir des trajets longs quand il y a une parturition urgente. Aujourd'hui, la médecine a atteint des limites sociales et technologiques où elle s'est elle-même enfermée sur un système autosatisfaisant, mais qui ne répond plus à l'attente des malades. Les changements sont dus à des facteurs disparates. Les techniques d'investigation se sont heureusement affinées, multipliées et mieux ciblées. On pourrait dire que 2 siècles se sont écoulés depuis l'usage du stéthoscope et les observations faites avec l'imagerie médicale qui sont de plus en plus fines et ciblées. Et pourtant, l'examen des patients passe encore systématiquement par le stéthoscope, la percussion et la palpation et le contact humain par le regard et le toucher. Un médecin aguerri doit faire ses diagnostics à main nue et ne préconiser les techniques lourdes que lorsque le mal présumé ne peut être révélé que par des outils sophistiqués. Aujourd'hui, trop de généralistes, de peur de faire une erreur médicale préjudiciable au patient ou à sa notoriété, orientent les patients vers un spécialiste. Pour moi, c'est un peu se décrédibiliser que de passer le relais à un autre médecin, puis, pourquoi pas, encore un autre quand le second n'a pas vraiment d'avis sur la pathologie, ce qui est parfois le cas, et pourquoi pas encore un autre, ce n'est pas rare. Alors, pourquoi voudrions-nous que les patients aient une confiance totale dans les thérapeutes qui se succèdent et ne soulagent pas la souffrance ? Pour ma part, c'est un parcours qui ne me satisfait pas. Il ne faut pas faire une confiance aveugle aux appareils. Pourtant, j'ai été bercé par les bruits des plumes frottant sur le papier des électrocardiographes et autres électroencéphalographes. Avant ces équipements, pour savoir si un patient souffrait d'épilepsie, et pour déterminer à quel endroit se trouvait la source du problème, il fallait faire des examens des yeux, des mains, des bras et des contrôles de sensibilité à la recherche d'indices pointant le mal. Les appareils n'étaient là que pour confirmer le diagnostic et affiner le site d'une future intervention. La recherche du mal pouvait être longue et parfois aléatoire. Aujourd'hui, l'exploration passe par des appareillages sophistiqués, très sophistiqués, parfois tellement complexes que 2 spécialistes des mêmes analyses peuvent ne pas rendre les mêmes conclusions après l'examen d'une IRM. Ces outils coûtent très cher, il y en a peu dans chaque structure hospitalière, donc les listes d'attente pour un scan ou une IRM s'allongent. Nous avons auto-verrouillé les contingents de nouveaux médecins, ce que nous appelons les numerus clausus, décrétés en 1971, alors que j'étais en cours de cursus médical. Tellement verrouillé qu'aujourd'hui, certaines disciplines font défaut et cela s'aggravera pour d'autres dans les années à venir. Au contraire, certaines disciplines comme l'ORL et la gynécologie sont si rares que les médecins ne peuvent absorber les cohortes de demandeurs de soins qui vont à l'étranger, ou se font soigner par des thérapeutes pratiquant des médecines parallèles dans des conditions et des méthodes que nous allons tenter d'expliquer dans les lignes qui suivent. Aujourd'hui, face aux problèmes générés par le manque de praticiens, ce numerus clausus va être revu à la hausse, et on l'appellera numerus apertus, avec la perspective de plus de postes de médecins, mais dans 8 ans le temps nécessaire pour former un médecin spécialiste. Aussi, je pense que les médecines non conventionnées ont de beaux jours devant elles, comme à cette époque où mon grand-père recevait 20 ou 30 malades par jour parce que le seul médecin de campagne à 20 km à la ronde était occupé à réduire une fracture ou à accoucher une femme sur la table de la ferme. Les conseils médicaux et Internet.
L'usage du net offre aux malades des listes abondantes de sites prétendus médicaux. Le malade qui souffre d'un mal que les médecins n'ont pas su délimiter, lorsqu'il consulte ces sites, se trouve tous les symptômes, et même plus. Il ne manque que la liste des médicaments adéquats, que l'on peut trouver en achat libre sur les sites suisses ou des pays de l'Est. Cela est très grave. L'automédication via Internet offre des avis médicaux non contrôlés, des chats où l'on détaille différents problèmes de santé. Sur ces sites, d'autres gens qui n'y connaissent rien, donnent un avis et proposent des solutions qui ont bien marché pour eux, mais qui ne vaudront pas nécessairement pour d'autres. On touche là l'exercice, verbal, mais l'exercice médical sans contrôle légal. Après mes conférences sur le sommeil ou sur la mémoire ou sur les fibromyalgies, des patients qui étaient dans le public venaient par dizaines pour me dire « Docteur, à cause des douleurs je dors très peu, alors sur tel site, j'ai trouvé une proposition de traitement de mes insomnies avec des pilules qui coûtent tout de même 50 € la boîte. Pensez-vous que je peux tenter ce traitement ? » Dans ces cas, je réponds « Je ne suis pas sûr que vous ayez des insomnies. La seule façon d'en être sûr est de venir faire une polysomnographie, dans le service de neurologie. Polysomnographie, examen neurologique utilisant un casque à électrodes permettant de détecter les ondes cérébrales pendant le sommeil. En effet, selon les phases de sommeil, veille diffuse, sommeil profond à ondes lentes puis sommeil paradoxal peuplé de rêves. Le patient passe 1 ou 2 nuits alitées dans le service avec son casque de manière à déceler les éventuelles anomalies associées à des troubles du sommeil. Les 3/4 des patients en fait ne souffrent pas vraiment d'insomnie, mais de troubles du sommeil qui peuvent être améliorés avec un peu d'exercice ou une alimentation plus adéquate. Et par pudeur, je ne leur ai pas dit « Voyez un sophrologue ou faites du yoga car les petits troubles du sommeil se règlent bien par les médecines douces. » En effet, les vrais troubles du sommeil ne sont pas à prendre à la légère. Les insomnies sévères, avec par exemple un syndrome de jambes sans repos et ou avec des apnées du sommeil trop fréquentes, sont des troubles neurologiques sérieux qui imposent un vrai suivi médical et un appareillage est parfois nécessaire pour aider ces malades à retrouver un sommeil réparateur. Mais il ne faut pas négliger les résultats obtenus par la sophrologie, le yoga ou les médecines traditionnelles chinoises, car toutes les méthodes de relaxation permettent de déstresser et partant de se plonger dans un sommeil réparateur. Mais qu'on ne s'y trompe pas, l'hypnose n'a pas un effet direct sur les structures de sommeil, mais la suggestion hypnotique en déconnectant de douleurs organiques ou psychiques gênant le déroulement du sommeil, permet à des patients de faire des nuits réparatrices. Les médias proposent de répondre à toutes vos questions sur vos douleurs, sur la tumeur coincée au fond de votre cerveau, sur la syringomyélie qui vous invalide. Vous posez vos questions et le bon docteur de la radio ou de la télé, sans le moindre dossier médical, simplement en vous écoutant débiter vos souffrances, vous proposera un traitement efficace. Personnellement, j'ai toujours refusé de proposer un diagnostic sans au minimum voir la personne concernée de près, lire dans ses paroles et dans ses yeux ce qu'elle dit sur son mal. Alors, comment peut-on raisonnablement, après avoir reçu les formations médicales longues, difficiles et exigeantes, imposant des examens rigoureux, faire de la thérapie via un micro et un écran de télé? Le télédiagnostic que je connais, celui qui est sérieux, passe par des examens divers étayés par des appareils de diagnostic manœuvrés par un médecin physiquement présent et avec un médecin spécialiste dans son cabinet distant de centaines ou de milliers de kilomètres qui regarde les images du scanner et les électrocardiogrammes avant de dire ce qu'il en pense. La formation médicale a beaucoup changé, mais ne s'est pas forcément améliorée pour des tas de raisons. L'envol de la technicité rend les praticiens plus dépendants des résultats de leurs instruments. Or, je persiste dans l'idée que la relation malade-médecin passe d'abord par le dialogue. Le patient, même s'il est facilement assujetti au médecin du fait de sa souffrance, n'est pas non plus un âne qu'on peut promener d'un service à l'autre sans que cela ne provoque des questions. Le malade qui est devant un médecin a le droit de poser une série de questions. 1. Qu'est-ce que j'ai qui me fait souffrir ? 2. Qu'est-ce que vous me proposez pour que je n'ai plus mal ? 3. Combien de temps cela va-t-il durer ? Le médecin devant le malade pose réciproquement une série de questions. Anamnèse. 1. Où souffrez-vous ? 2. Depuis combien de temps ? 3. Est-ce une douleur aiguë ou lancinante, violente ou fugace ?
4. Y a-t-il d'autres cas dans votre famille? 5. Si oui, ses proches ont-ils été soignés? À quelle époque? Comment? L'anamnèse. Une sorte d'interrogatoire qui conduit à dresser l'histoire du patient, l'évolution du mal dont il souffre et à savoir si ce mal est familial ou non. Le timing des consultations privées, et maintenant hospitalières, ne permet pas toujours de dresser cette histoire du malade. Un patient reste entre 15 à 20 minutes chez un médecin généraliste et pareil à l'hôpital. De ce fait, le patient est un consultant non identifié affecté d'un mal repéré par son dossier numéro X contenant ses radios, les commentaires des divers spécialistes, quelques propositions de soins et de médication. Mais le dialogue avec l'être souffrant qui demande à être soulagé n'existe pratiquement plus, faute de temps à consacrer à chaque malade. Pourtant, c'était ce que m'avaient enseigné mes premiers maîtres durant les premières années des études de médecine. C'est pourtant ainsi que travaillent les guérisseurs. Du moins ceux que j'ai connus, et même ceux que j'ai côtoyés il y a très peu de temps. Ils provoquent le dialogue pour entendre, pour sentir, percevoir imperceptiblement ce qui fait mal à la personne qui consulte. Même si cela fait rire les puristes, il m'est arrivé, comme le font certains guérisseurs, que je regarde attentivement les yeux des malades, car même si je ne pratique pas l'iridologie, les yeux montrent des taches, diabète par exemple, des zones de décoloration de l'iris comme dans la maladie de Crabbe. Mais il peut y avoir aussi des signes neurologiques visibles dans les yeux comme l'examen des pupilles, forme, symétrie, fermée ou ouverte, etc. C'est vrai. Je ressens une perte de confiance dans le corps médical. Elle ne résulte pas du fait que les jeunes médecins sont moins bons que nous, les vieux médecins. Cela vient du fait que le public attend très vite plus de résultats positifs. Les médecins ont à leur disposition des techniques sophistiquées. Mais ces techniques, en élargissant le champ des analyses et leur précision, compliquent les prescriptions médicamenteuses et thérapeutiques. Les médicaments, ils sont remis en question de plus en plus à cause d'un ou deux accidents d'usage. Des produits d'usage courant efficaces ont été supprimés, comme ce fut le cas du baclofène marque déposée, de la dopakine marque déposée ou du lioresal marque déposée, ou de bien d'autres que nous utilisions avec succès pour divers troubles neurologiques. Aujourd'hui, l'Agence du médicament les remet en cause, mais on accepte de les utiliser pour les syndromes alcooliques. Les patients qui doutent des médicaments se tournent vers les phytothérapies et l'homéopathie. Dommage, car les progrès pharmaceutiques mettent en lumière de plus en plus de substances efficaces à très faible dose. Ainsi, le naltrexone marque déposée copyright utilisé à 50 mg par jour pour le traitement de l'alcoolisme s'avère, à la dose de 0,5 mg par jour, comme un régulateur d'immunodépression, et utilisé par exemple dans certaines formes d'autisme. Les patients sont convaincus par les médias que certains traitements, comme la radiothérapie, sont dangereux. C'est vrai que les nombreux dégâts observés dans le traitement des cancers de la prostate ont remis en question ces techniques. Pourtant, la gammathérapie Gamma Knife permet une intervention efficace dans l'éradication des tumeurs. Alors, dans le doute, les malades recherchent d'autres méthodes dites médecine douce comme la sophrologie, le tai chi, le yoga ou diverses médecines chinoises qui ne sauraient se substituer à certaines interventions ou à des radiothérapies. Ainsi, ce mercredi 7 mars 2017, une émission d'A2, pilotée par un médecin, démontrait que la pratique régulière des arts martiaux comme le kung-fu peut réduire les risques de cancer, voire même guérir des affections graves. J'ai moi-même pratiqué le judo et l'aïkido, et j'ai enseigné les arts martiaux pendant des dizaines d'années. Je ne sais pas ce qui m'attend, mais deux de mes maîtres, très haut gradés en judo 7e dan pour l'un et en karaté 6e dan pour l'autre décédèrent avant 80 ans. Le premier d'une maladie de Parkinson, l'autre d'une cardiopathie. J'ai accompagné les derniers instants du premier en neurologie, et cela m'a donné quelques doutes sur l'impact de la pratique martiale sur la longévité et même la santé. Mais le pouvoir suggestif des médias est tel que des gens affectés de rhumatisme, de polyarthrite ou même de sclérose en plaques se sont rendus dans les salles de pratique du tai chi la plus proche pour espérer une guérison. Et beaucoup m'ont affirmé s'être sentis bien mieux qu'avec des médicaments. Le public se passionne aussi pour les plantes qui guérissent.
Et il n'est pas rare que je sois interrogé sur l'intérêt des tisanes de valériane, de passiflore, de houblon ou d'autres plantes pour mieux dormir ou réduire l'anxiété. Or, c'est vrai que le problème de l'insomnie est fréquemment abordé par les patients, même si nous savons en neurologie que les troubles du sommeil avérés sont moins fréquents que les plaintes des consultants. L'insomnie devient réelle chez les jeunes, du fait de l'usage immodéré des tablettes et autres téléphones portables qui permettent de jouer pendant des heures. La répétition des couchers tardifs pour rester branchés sur le portable fait que ces usagers ne bénéficient pas des heures de sommeil réparateur, celui situé après minuit et jusque 2 ou 3 heures du matin. C'est dans cette période que se produit chez tout le monde la phase, en réalité la deuxième phase, de sommeil paradoxal. Pour ces gens qui dorment trop peu, l'usage de phytothérapie dite régulatrice de sommeil, exemple, L72 marques déposées contenant des plantes comme la camomille, de la valériane, etc., est préférable à l'utilisation dangereuse de la morphine ou la codéine et de l'addiction qu'elle provoque. Figure. Voici une vue simplifiée de la soupe moléculaire qui règle nos états de vigilance, les différents stades du sommeil et qui explique comment la suggestion, la méditation ou toute stimulation ou action de l'environnement peut moduler ou perturber le sommeil. Ainsi, le sommeil et les états de relaxation s'avèrent d'excellents remèdes aux troubles divers responsables des maladies. La phase de sommeil la plus utile, c'est le sommeil paradoxal ou sommeil REM, Rapid Eye Movements. Cette phase de sommeil reconstitue les réserves en hormones et neurotransmetteurs indispensables à l'activité générale de chacun. Le sommeil paradoxal, ce sommeil qui vous est indispensable. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.